Canapé. Salut à toutes et tous. Salut Jules. Salut. Et bienvenue à ce 30e épisode. 30e. Avec pause estivale non choisie, mais que finalement c'est une pause estivale, donc on s'en fout. Voilà. Voilà, c'est comme ça, régularité. Bon, même si on essaie d'être régulier, l'année dernière on l'avait réussi, cette année on a sauté. C'est ça, on a sauté. C'est comme ça, mais vacances oblige, on a fait plein de trucs que ça va servir au moins de mon côté pour plein d'épisodes à venir. C'est ça. J'imagine que tu tiens aussi. Ah oui, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis autant sur la pop culture. Ouais. J'ai des trucs que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais que j'en parle sûrement, comme 20th Century Boys, Alan Wake, et beaucoup d'autres choses à venir. Mais que je réserve pour les épisodes à venir. Je vais parler, dans mon cas là, je vais parler d'une série d'animés et d'un film. Je ne sais pas dans quel ordre, je dirais dans les secondes qui restent. Ça marche. Et moi je vais faire une série coréenne sur Netflix et une série de livres. Ok, et d'un coup on y va. Allez, c'est parti. On y va. Donc, moi je vais parler d'un film. Tiens, on va commencer par le film. C'est, encore une fois, je fais un peu de mise en place. Pendant mes vacances, je m'ai tapé pas mal de films. Bon, logique. Même si d'habitude, j'en regarde déjà beaucoup. Ouais. Et entre eux, j'ai pas mal regardé des films d'horreur. Certains qui m'ont sincèrement très déçu, comme évanouissent le double titre en Weapons, que c'était une déception impressionnante, parce qu'il avait de très bonnes choses. On en discutait juste avant. Regardez la vidéo du Fossoyeur des films, qu'il analyse très juste ce film, sur les potentiels qu'il pouvait avoir eu et qu'il n'accomplit pas. Et entre autres films, je n'ai vu certains qui étaient très bien, comme celui que je vais vous présenter, qui s'appelle Bring Her Back. En français, ils ont fait Substitution, Bring Her Back. Il fallait rajouter un mot, sinon c'était pas marrant. Est-ce que j'ai besoin de dire surtout que c'était tellement facile de traduire? Putain, je peux comprendre qu'il la traduise pas ramène à malheur. Je dis bon, parce que ça peut donner des jeux de paroles, mais tu peux dire apporte-le à moi, apporte-le de nouveau. Je sais pas, il y avait tellement de choses que ça affinait sur cette. Non, substitution. Qu'en soi, c'est un espoir sans lettres, mais. Bref. D'accord, bon, voilà, c'est un film, je ne veux pas dire des bêtises. Ah ben, effectivement, c'est A24. C'était au cinéma cet été, je ne sais pas s'il est sorti depuis en plateforme ou pas, Netflix c'est sûr que non. Mais ça sera bientôt disponible un peu partout. Normalement en France c'est 6 mois. Il y a le truc de, tu sais, la transition entre effets. Ouais, effectivement, que je l'ai pas, parce que moi je ne l'ai pas du tout regardé en français. Donc, de façon très légale. très légale. Bon, c'est un film A24 australien des deux directeurs que j'ai là, et je veux dire Danny Philippou et Michel Philippou aussi, deux frères, j'en déduis. oui, ils sont des frères. Je l'avais regardé avant. Ou cousin. Non, c'est des frères. Ce sont des frères. Qui ont un film avant celui-là, que je n'ai pas vu, qui s'appelle La Mer, et que d'un coup, je vais me le procurer de façon quelconque. Et de quoi il parle et pourquoi je vous parle des Bring Her Back. C'est-à-dire, dans les films d'horreur, bon, chaque année, on a la dose. Les films d'horreur, on sait, ça vend. Des fois, on méprise pas mal les films d'horreur pour des trucs faciles. Dès là que l'Oscar gagnait à l'époque pour... je dirais l'actrice qui fait Halloween, entre d'autres. Oui. Putain.
Je vais les chercher juste parce qu'il faut que je dise les noms. J'ai Sigourney Weaver dans la tête, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est en pas plus, ça. je la vois. Hein. Je la vois, c'est celle qui joue dans Un poisson nommé Vanda. Tout à fait, c'est elle. C'est Jamie Lee Curtis, en Jamie Lee plus Curtis. fille des Curtis. Putain, je vais que elle-même, il disait pendant les Oscars, en reconnaissance au Scream Queen, il y a cette film d'horreur, même si c'était pour les films, que j'en parlais. Mais comme je suis aujourd'hui sur les titres, étant de Everywhere, Everyone, All at Once. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont gagné l'Oscar. Oui. Je pensais était plus lucide, mais il paraît que non, c'est la reprise du boulot, tout long. Bref. voilà. Voyage, déplacement, merde. Eh oui. Bon, allez, centrons-nous, je vais arrêter de déconner, de cabotiner partout. Bref, donc, les films d'horreur, on a palanqué régulièrement. Des qualités plutôt moyennes et certains qui sortent en doulo. Généralement, A24, il a fait 7 paris. Dernièrement, pas que, parce qu'il n'y a pas que des films d'horreur d'A24, mais c'est un des gros paris quand même de studio. Oui. Et ce film-là, encore une fois, il réussit les paris d'amener un film au moins hyper inquiétant et dérangeant, qui tient vraiment la barre, à mon goût, très 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 haute. Et vraiment, j'ai passé des mauvais moments de ouf sur les films. Et juste que ça, réussir à ces moments-là, après qu'on a pris cette habitude de tout voir, tout mâcher, etc., ce n'est pas évident. Mais parlons du film en soi. Petit synopsis, c'est une partie tout loin. C'est deux frères. Il commence les films, littéralement, c'est la première scène du film, c'est superbe. Deux frères, un mec et une fille. La fille, elle est aveugle. Lui, j'en déduis qu'il doit avoir un taux d'interprété qui est aux alentours des 18. Ou même pas, parce qu'il doit être encore surveillé. 17 peut-être. Et elle, il doit avoir 15. Et la première scène du film, c'est son papa qui décède. Voilà, comme ça c'est fait. Et que derrière ce décès se cachent des trucs très sales. Et ils font un pari, ils doivent être surveillés, gardés, etc. Et surtout, ils disent qu'ils veulent être ensemble. Et il y a une femme qui décide de les garder. Et là, mauvaise surprise, ça va partir en cacahuète dans tous les sens. Et comme en parler beaucoup, sans trop spoiler, difficile, je vais essayer de donner juste des coups de pinceau parce que Bring Her Back, on nous ramène à une certaine idée. Donc, cette personne-là, il a perdu sa fille. Cette femme-là, il a perdu aussi sa fille, qui était aussi aveugle. Et bon. Par ailleurs, la première scène du film, ce n'est pas ça que je dis, c'est la deuxième scène du film, la mort du père. La première, c'est un rituel satanique. Un rituel, je ne vais pas dire satanique, un rituel surnaturel très, très, très bizarre. Et d'un coup, mis cette cadre-là, ça commence déjà dans les 5 minutes, tu es déjà en croix, direct. Et tu te demandes, qu'est-ce qui va passer? Et tu n'es pas déçu parce que tu en prends pour ton rang tout le long du film. C'est un film que il est bien filmé, c'est-à-dire dans la partie, il y a, je n'ai pas souvenir qu'il y a aucun, encore une fois, Jumpscare? ouais, aucun jumpscare dans tous les films, mais vraiment aucun souvenir de ça. Cependant, la terreur, il arrive bien comme il faut. Oui. Et il y a personnellement une scène, je pense qu'à tout le monde qui voit cette scène, il va le comprendre, qu'il a vu entre un couteau et un gamin dans une cuisine. Entre un couteau et un gamin, c'est ça? Ouais. D'accord.
Quoi, le couteau il bouge tout seul ou... Non, 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 Ah. non, 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 le couteau fait rien de bizarre, c'est les gamins qui font un truc avec les couteaux. Ah, d'accord. euh, Ok. oh. Je sais pas si j'ai envie de le voir du coup. ton truc, là. Non, 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 ça mérite le détour. Après, bon, les scènes faibles, il faut s'abstenir un peu parce que, en vrai, il y a pas mal de scènes qui sont costauds. Hein. C'est. Tac, qu'est-ce qui fait ça? Désolé, les logiciels. Allez, c'est parti. Depuis un moment que je vois la fenêtre là. Et non, non, c'est vraiment, effectivement, les scènes faibles, il faut un peu s'abstenir du film parce qu'il y a des scènes dures, très, très, très explicites de la façon de faire. Les films, ils te maintiennent en tension tout le long parce que vraiment, vraiment, par des moments, je croyais. Parce que c'est un film qu'il y a vraiment un contexte, hein, pourquoi et les personnages ils sont très bien placés. En plus, c'est ce genre de films qui ont besoin de tracer trois scènes, toi la psychologie du personnage, tu sais. Surtout les rapports entre les deux frères, elle qui par ailleurs son actrice, qui est vraiment aveugle et qui se débrouille super bien. Bon, moi je trouve qu'il joue super bien dans les films. Bon, les deux frères ils jouent super bien. Et, bon, en fait, les trios c'est vraiment fait entre les deux frères plus cette femme là. Et un gamin qui pullule, qui tourne dans la maison. Les quatre, je trouve qu'ils jouent super bien. Mais surtout, c'est comme il est dépeint, les personnages, c'est vraiment trois scènes, pam, 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 ça y est, toi la psychologie. Tu vois où ils vont aller, tu vois quels sont ses points faibles, ses débilités, pourquoi lui, il est complètement... il défend ça, sort coûte que coûte, à tout prix. Et ça fait qu'il y a toute une dynamique qui se crée, mais vraiment tout est avec les personnages. Et c'est ce genre de film parce que parfois, moi personnellement, j'aime pas les films, la fin des films classiques d'horreur. Il y a la final girl qui gagne, les méchants il est mort, en dernière scène il bouge les petits doigts, tout ça, tout ça. Sauf à l'exception de Terrifier, parce qu'il reprend certaines codes de certaines façons. Il n'est pas dans la parodie, mais à la limite. Hormis cette situation-là, la reste, ça ne me plaît pas, surtout quand c'est fait sérieusement. Et là, en vrai, non, c'est vraiment, il y en a un jeu qui est poussé. Pour des moments, j'ai eu cette sensation de dire, non, mais les méchants, il ne va pas gagner là. Je dis, non, mais c'est pas possible, c'est film non, quoi. Parce que généralement, un film comme ça, où, admettons, les méchants gagnent, ça me fait penser à un autre film que j'ai vu aussi, que c'est du même réalisateur qu'Evanoui, que c'est Barbarian, que là, à la fin, c'est un des seuls films que, soi-disant, les monstres qui sortent, il y a un monstre, que je ne spoile pas, il y a un monstre, mais tu as envie qu'il gagne. Parce que, surtout, un des personnages est tellement pourri, dit mais crève à sale merde. Et ça te fait un changement de rapport que c'est assez intéressant parce que finalement, oui, d'accord, les monstres, les trucs qui fait affreux, machin, mais ça reste une créature. L'autre, ah non, il a fait des choses en conscience. Il vraiment, de droit, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Donc, non, crêpe, c'est très bien. Et en parallèle à ça, c'est ce genre de situation où je pourrais être plus d'accord sur les faits que ce soit les méchants ou qu'on change les rapports pour dire oui, ils ont gagné. Là, dans cette film-là, ça aurait été la défaite totale, quoi. Ça serait la mort de l'espoir, on va dire. Ou vraiment, les films, ils voulaient vendre la mort de l'espoir. La mort de l'espoir, que c'est licite, mais ils ne collaient pas tel comme ils développaient les films. D'accord? Ils développaient plus les rapports entre frères, vraiment un conditionnement à l'amour, qu'est-ce qu'on fait pour l'amour, jusqu'à quel point. À la santé mentale aussi, il faut pas mal de références, hein, beaucoup même, de références à la santé mentale. Même si tu peux considérer qu'il y a un facteur surnaturel, il s'agit clairement de santé mentale qu'on en parle. Et de ces faits, en voyant le film, vraiment, j'étais choqué, mais parce que je dois être choqué.
et parce que vraiment ça m'a interpellé, les thèmes ils s'étaient appropriés et ça mérite vraiment un effort cet film et que je trouve qu'il a passé inaperçu. On a foncé comme des dingos, sur évanoui. On parle Ouais. même des Oscars, machin, etc. Et je trouve une déception hallucinante à ce Mais film-là. ça m'a étonné parce que quand on regarde les critiques, c'est un des rares films sortis ces derniers temps qui a l'air de faire l'unanimité justement. Putain, mais je sais pas qui, quoi. Ouais, ouais, C'est un film. On n'est pas là pour parler des Weapons, mais Oui. je suis désolé. C'est un film qui, il y a, dans mon point de vue, ça a été doublement décevant parce qu'il était très bien placé. Il aurait pu avoir un propos vraiment, vraiment très bon. Les acteurs, il était au niveau, il jouait très bien. Les critiques des fois que j'ai entendues par rapport aux côtés décalés, je trouve que là, l'humour, il était bien dosé. Il pouvait juger. C'est la résolution. C'est encore vouloir tout expliquer trop de fois parce qu'on est trop con. Et ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout, du tout. Oui. C'est un film, Weapons, où il fallait que les méchants gagnent. Oui. Or, c'est pas le cas. Oui. Spoiler. Et tu sais que là, ça me fait passer à un truc, ce que tu dis là, ce truc qu'il faut tout expliquer. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu ou j'ai écouté un podcast, je ne me souviens plus, où ils expliquaient que maintenant, dans le monde de l'édition, là je parle du bouquin, mais je pense que ça doit être pareil du coup pour le cinéma, il y a une sorte de cahier des charges comme quoi il faut dans le cahier des charges, c'est explicitement dit qu'il faut prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'apparemment, il ne faut plus faire d'ironie parce que les gens sont plus capables de comprendre l'ironie. En fait, il y a des livres qui ne sont pas édités parce qu'ils font de l'ironie, parce que les personnages ne sont pas assez caractérisés bien mal. Donc, apparemment, sur les grandes maisons d'édition, hein, je parle, Ah non, non, mais c'est. on a des, on a, on je a des crois que cahiers c'est des les charges. consignes, hein. Ouais. Et du coup, ça me fait penser ce truc-là de vouloir tout expliquer également dans les films, alors que, comme tu disais, les deux premiers tiers sont apparemment bien menés. Ouais. Je trouve ça dommage que justement vouloir accompagner de trop le spectateur, on perde en intensité Je pense de que récit, quoi. pour comprendre au moins mon déception, encore une fois, je vais renvoyer sur cette vidéo de François Soyer. Touriel, qu'il explique très bien les défauts des films. Je trouve qu'il est très, très pointilleux, très bien fait. Il analyse sûrement bien. Et oui, il y a commis des erreurs aussi, mais bref. Ouais, mais ça- l'erreur est humaine, c'est normal. c'est pas grave, j'adore ça qu'il fait, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a surtout un truc qui révèle que c'est très. Quand on voit les films et on lit cette critique, évanoui, encore en parle, hein, c'est que les directeurs même, que c'est les directeurs qui a fait le script aussi, Mhm. il dit qu'il a commencé sans le script fini, quoi. Et qu'il évoluait au fur et à mesure. Et que lui, il était un peu à le style. Bon, ça, on en parlait dans les façons d'écrire. Bon, je ne pense pas qu'il soit un universel, mais dans ces cas-là, ça marche très bien. C'est les deux types d'écriteurs, c'est les architectes et celui qui dépend du personnage. Il y en a un clé que je ne me souviens plus. En fait, les architectes, ils chevauchent tous les scénarios, Ouais. ils ont toutes les structures. Et les autres, les créateurs, on pourrait dire, c'est la façon que décrit Stephen King très bien. Lui, il décrit des personnages, il les met dans une situation, et après, l'histoire avance. Ouais. Il suit ces personnages. Voilà, il suit ses personnages. Ouais. Donc, cette histoire, il évolue d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas prévu comment aller voir. Ouais. Quel est l'objectif de la zone. Ça, il en parle très bien, il en parle souvent, c'est sa façon d'écrire. Mais il est très maîtrisé. Mais dans les cas de cette film-là, il en parle un peu qu'il a fait ça, en quelque sorte, mais carrément dans des interviews. Mais ça ne marche pas. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, les personnages ils sont super bien écrits, ça, il n'y a aucun doute. Mais comme il foire complètement l'affaire, toute la psychologie qui a été construite, ça ne sert à rien. Les personnages, tous les détails. C'est-à-dire, je ne veux pas aller à l'extrême de parler du fusil de Tchekhov, mais quand tu fonces beaucoup dans certains détails de la psychologie des personnages,
pour qu'après tu n'en fasses rien du tout, Ouais, c'est un raté complet. ouais, Quoi. c'est dommage, ouais. Et quand tu foires à la promesse du film, à la promesse que tu fais dans les phrases d'introduction du film, tu la foires à la fin, Ouais, tu mens, ouais. quoi. Tu mens. Bref. Mais c'est pas le film qu'on était en train de parler, même si consciemment je voulais faire cette Oui, le rapprochement. parallèle, ouais. Parce que je trouvais que ce sont deux films qui sont sortis à peu près à la même époque. Oui. Et Bring Her Back, pour moi, est un film bien supérieur à Vanouille. Il y a moins d'acteurs, sans doute, si on compare les acteurs, on ne peut pas dire que c'est la même performance, Oui. mais tout fonctionne dans ce film, tout il est fait. Les acteurs, je le trouve très pertinents dans ce qu'ils doivent faire. L'histoire, il accompagne ça qu'ils doivent passer. Tout est tendu tout les longs, tout les accompagner. Tout comprend la psychologie du méchant, c'est en train de développer, que c'est très important pour savoir où il va. Il y a certains points, il peut te jouer tellement pute que tu peux être même compatir par des moments avec les méchants. Pour ça qu'il a ramené à faire ce genre de trucs. Que je trouve des jeunes en construction, au moins à la comprendre. Je ne veux pas dire compatir, mais au moins comprendre. Même s'il va beaucoup trop loin. Hein. Ça, c'est les films. Parce que c'est là où on parle de la maladie. Et face à ça, on a Ébanoui qui est un film avec très bons propos, une force très initiale, très présente, et que ça démonte comme un château de cartes. C'est un château en l'air, quoi. Ça défait, et tout tire comme ça défait. Et à tous ceux qui sont là plus, tant mieux, hein, aucun souci là-dessus. Hein. Mais je ne partage pas cet avis. C'est sachant que c'est rare, c'est un des films, sur les pages qu'on peut mettre des notes, c'est un des rares films que j'ai mis 5. Et je considère que c'est un film pas des 5. Vraiment, pour les acteurs, il pourrait être un note bien plus, mais c'est tellement décevant. Que, et cette comparaison et cette analyse du monde, c'est parce que finalement, ce sont deux films de terreur, des propos forts, des propos qui sont en rapport avec les enfants, quand même, qui normalement c'est très touchant. Parce qu'on s'attache et parce que plus ou moins tous ils sont, soit on est parents, soit on a été les enfants d'eux, donc on peut comprendre ce rapport-là et on est sensible à ce genre de situation. Dans les deux, il y a cette situation-là, même si ce sont des histoires complètement séparées et qui n'ont rien à voir. Quoi. Et un qui va vraiment jusqu'au bout de ses propos, Bring Her Back. Et en plus, sans forcément se perdre à t'expliquer des trucs. Ah non. Ils te le font comprendre. Il n'y a pas besoin. En fait, le film en soi, il explique très peu. C'est vraiment des gouttes que tu dis, voilà, tu dois comprendre, il a trouvé ce rituel, la fille elle est morte, point barre, démerde-toi avec ça. Pourquoi tout ce qui se passe derrière, pof. Ouais, mais voilà, si ça ne sert pas forcément le propos, c'est pas forcé de tout découvrir. Non, chaque Les point qu'il est sorti, tout ce qui se passe en conséquence, il est très en conséquence en fois. A posteriori, vraiment, c'est très bien placé. Et d'autant plus que même la fin, il est attendu sans être entendu. Il y a des choses qui se passent que tu dis, waouh, ouais, il s'est allé si loin, ok. D'ailleurs, le film, je ne sais pas comment il est noté, mais je pense qu'il est plutôt bien noté. IMDb 7 sur 10, Allociné 4 sur 5 en gros, donc ça fait de 8, Rotten Tomatoes 90, Sens Critique 7, cela étant dit... on est dans la moyenne haute quand même. Ouais, bon, je spoil parce que tu aimes bien les faire, je m'en brale complètement des notes qu'ils mettent, hein. Mais c'est quand même un film que pour ceux qui sont vus, ils sont vraiment aimés, quoi. C'est cette dualité, je comprends pas, cette bouche-oreille un peu malmenée, qui d'un côté, en étant critique et mon critique, je préfère qu'un film comme Ébanoui qui monte en grade
et qui donne la possibilité au cinéma plus, je ne vais pas dire underground parce on est loin de cet underground, mais qu'il est Ouais, mais de niche. encore, Ça reste un c'est ça, cinéma de niche. et que des deuxième classe Et, par voilà. rapport. Et en plus, qui est malmené justement par les productions à la con, du Ouais. style Saucette, les trucs à la con, où tu es à la 10e occurrence, qui raconte toujours la même chose, qui fait toujours Ouais. les mêmes jumpscares. Donc c'est-à-dire que c'est vrai que le film d'horreur, on va dire mainstream, c'est difficile, hein. C'est des films pour ados en fait. Oui. Plus que des vrais Oui, films mais d'horreur. on les voit sur les films Halloween, en gros. Quand Oui, on oui. voit Halloween, qu'il débarque à la palanquée des films d'horreur Ouais, de oui, c'est ça, Rigor, ben, c'est Halloween tous qui a avec... lancé ça, ouais. non, quand je parle Halloween, c'est à l'époque d'Halloween, Oui, oui, pas, non. pas la série Oui, Halloween. oui, mais la C'est- série Halloween c'est un des premiers gros succès qui a mis Mais le à pied tel à point que l'étrier à tous ces Carpenter, à partir productions. du deuxième, il dit... Ouais, c'est ça. on laisse analyser, je pense que c'est déjà parlé sur des autres chaînes comme Oui, Zone oui. 52, parler Oui. du deuxième, Oui. où il s'est saboté son propre film. Ouais, ouais. Que c'est exactement ça. C'est tellement il voyait que ça allait être la merde qu'il a dit non. Ouais. Il se sabote à soi-même les propres films. Et cet film, attention, ils ont tous les droits du monde à exister. Et encore une fois, tant mieux qu'on a certaines C'est ce qui productions de ce film. C'est ce qui remplit les salles, hein, malheureusement. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, quand Quand les je parle films. des films teenage movie Oui, horror, là. mais les films d'horreur qui sortent à l'époque Halloween et qui sont sortant pour cette époque-là, pour remplir les Ouais. salles, et qu'il y a tous les ados qui vont et qui kiffent, et qui culturellement sont assez limites dans tout, parce qu'il n'y a pas de budget, etc. Oui, Mais de temps en temps, tu te trouves un bon Oui, tu te nana, trouves, oui, oui, tu te trouves. pourquoi pas. Donc, ce cinéma, il a le droit d'exister. C'est des studios comme La Hammer et tout ça, ils ont fait leur business Ouais. sur ça, et bravo à eux. Et est-ce que c'est plus digne à ça que les studios classiques hollywoodiens? Je suis presque du côté de La Hammer, tu sais, même si ça produit des bonnes choses de temps en temps, s'ils ne sont pas des mecs bleus. Pardon, il a sorti la bande De quoi? de Avatar 3. Ah oui. Putain, Je- là, j'y étais pas là. Je suis allé vomir en toilette. Moi, j'ai même pas regardé, au moins, c'est clair. Non, je ne suis pas regarder non plus. Il faut, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être un hater, hein, même si je le suis. Mais que d'ailleurs, en revenant, tant pis, on fait. Digression. Vas-y. Finalement, à moi, Avatar, en fait, je m'en branle, en vrai. À moi, ça ne me plaît pas. J'ai regardé que les premières, j'ai vu 4 images du dossier, mais ça ne me plaît pas. Cette film-là, en vrai, je m'en branlerais s'il ne créerait pas l'engouement qu'il crée, Oui. en fait. Ça sera même des films à bon passer, passer la soirée, avoir un film sans Oui, importance. mais de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non. Non, c'est pas juste ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est très loin d'être un chevre-d'œuvre, c'est Ah oui. l'opposé au C'est chef-d'œuvre. ça. C'est-à-dire que Hormis dans les côtés visuels. techniquement et visuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Hein, il faut pas être là. Par contre, il faut être Ouais, mais objectif. Techniquement parlant, Oui. mais Oui, oui, exclusivement techniquement parlant. on est d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ouais, en Cameron, ça a toujours été son truc, ça a été la maîtrise de la technique à tel point qu'il révolutionne régulièrement les techniques du cinéma et la technologie qui va avec aussi, parce que y a des fois, il va attendre 10 ans de faire un film, parce qu'il n'a pas encore la technologie comme il veut. C'est pas, donc techniquement, c'est toujours hyper léché. Mais le scénario, c'est Mais il y a pas basique au que ça. possible. C'est du McDonald's, quoi. Les le jeux scénario. d'acteurs, c'est nous lâcher. Aussi, ouais. Aussi. Encore une fois, c'est que ça m'en gêne, c'est l'engouement qui Oui, génère. C'est pas les films en soi. Les films en soi, bon, je considère que Cameron, il a mené pas mal des mal à hollywoodien. Les phénomènes Marvel, pour moi, en théorie à moi, ça n'existerait pas sans Cameron. Même si lui, il renie, mais en tant que phénomène, c'est cette croyance qu'il faut des trucs, si on les met dans un cadre avec une technique impeccable, d'au moins le début de Marvel, pas la fin, hein, d'accord. Tout fonctionne, il est script, juste si on le fait pour un gamin de 10 ans. Ou dans avec son coin, ChatGPT maintenant. Ouais.
Ouais, mais encore pire parce qu'il faut penser que ce genre de script, ils sont passés 10 personnes, qui sont repris, etc. Et tout est dit, ah bon, personne n'a vu que ça marchait pas. De toute façon, quand tu as 20 scénaristes qui passent sur un film, c'est rarement bon signe, hein, de toute façon. Admettons. Mais, je suis d'accord. Mais, c'est cette façon de mettre la technique au-dessus. Si ça te plein les jeux, si ça cartonne, si c'est bien rythmé, si on suit les scripts comme il faut pour plaire tous les gens, qui cochent à tous les cases, si on ne prend pas de risques, là c'est bon. Et ça, c'est vraiment les maîtres des ça a été toujours Cameron. C'est de faire des films hyper convenus, en commençant par Titanic. Que techniquement, ils étaient très lâchés, très léchés, très impeccables, très faits. Parce que, je suis désolé, même dans Titanic, Leonardo DiCaprio, hormis l'histoire personnelle, je m'en fous, en tant qu'acteur, je m'en fous pas de ses goûts personnels un peu ambigus, on va dire. Mais en tant qu'acteur, il est un grand acteur, mais dans Titanic, il fait la merde. Il fait le beau gosse. Ouais, mais il fait la merde. Il a été embauché pour faire le beau gosse. Il n'a pas été. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire sur les films de Basketball Diaries à la même époque où il joue le rôle d'un camé, quand tu le vois, même dans des productions convenues, mais où il y a un vrai jeu d'acteur du style L'homme au masque de fer, où il y a un vrai. Il joue deux rôles, le rôle de méchant, le rôle. Bon, alors c'est très manichéen, hein, mais il le joue. Oui. C'est Leonardo DiCaprio. Mais donc voilà, on met en, je ne vais pas dire qu'est méprisé, mais on met en deuxième plan tout ce genre important pour mettre en amont la technique et voir, oh putain, ça plaît les jeux et vas-y, envoie. Donc ça, c'est mon principale raison de ne pas aimer son cinéma, il n'est pas du tout aimé Avatar. Bon, après ça, en vrai, faisant un acte de contraction très fort à moi-même, sont les droits d'exister, tant mieux qu'il les plaît. Ça divertit beaucoup de gens. C'est ça. Moi, moi j'étais allé aux deux. Mais après, on voit les 10 premiers films les plus qui sont rentrés plus d'argent. Bon, moi, j'étais allé voir le 2. C'était un ami à moi qui m'avait invité. J'ai très vite regardé la montre parce que c'était très beau. Je dois le reconnaître, c'était magnifique. Le lore et le monde tel qu'il a construit, c'est magnifique. Mais alors, c'est pour moi, hein, c'est mon avis personnel, c'est une coquille vide. Il y a des scènes d'action parce qu'il faut en mettre. Il y a des scènes de dialogue parce qu'il faut en mettre et qui sont mal écrites. Il coche tous les cases. Et il y a sur le film qui fait 3 heures, je crois, il y a 3 quarts d'heure qui servent à que dalle, quoi. Tu fais chier devant, tu regardes. Je dirais qu'il y a 3 heures qui se va. Oui. Bref, allez, je ne vais pas revenir. On va arrêter de. Bon, il faut aller voir Breaking Bar. Tout à fait. Donc là, les conseils de radio, c'est même pas français, mais on s'en fout. C'est Bring Her Back, ça mérite le détour. Un bon film d'horreur, inquiétant, psychologique, bien joué et bien écrit. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Vous éteignez les lumières, fermez les volets s'il fait jour, un petit pot de popcorn et une couche. La couche, non. Non, la couche, pas forcément. Non. Tu vas faire plutôt. Le truc de le tensiomètre, du coup. Tu vas faire. Le truc qui fait bip bip. Non, mais c'est longtemps que ça va arriver par ça sur un film. Boire un truc qui est vraiment. J'avais envie de fermer les yeux, c'est pas souvent que ça m'arrive. Faut prendre des fleurs de bac alors avant d'y aller. Mais bon. Bon voilà, allez, je te laisse aller à toi. On a déjà bien. On va faire 4 heures là, ça, je le sens. Oh non, ça va les faire. Bon là, moi on va changer un petit peu d'ambiance puisqu'on va partir sur une série plutôt d'action. C'est La Traque dans le sang qui est sur Netflix actuellement. C'est une série sud-coréenne qui est produite par Netflix, dont le titre est original. Là encore, on a notre ami le traducteur fou qui est passé par là. C'est Bloodhound en anglais, c'est un titre anglais, qui dans la traduction littérale, c'est limier, les limiers en fait. Oui. Du coup, ça n'a rien à voir, la traque dans le... Bon, on retrouve l'idée.
Mais il n'y a pas le. Voilà, la traque dans le sang et Bloodhounds, c'est pas non plus la Mais même. on a vu pire quand même. On a vu pire. On a vu pire. C'est une petite sortie de piste. C'est pas un gros dérapage hors de tout. Bon, comme je le disais, c'est un drama coréen dont le genre est action, thriller, suspense et quelques autres. C'est sorti le 9 juin 2023 sur Netflix. Ça se divise en 8 épisodes d'une 50aine de minutes à peu près. C'est une série qui est inspirée d'un webtoon éponyme créé par Jong Chan. Et toujours pareil, hein, excusez-moi pour la diction des mots, des noms, c'est toujours terrible. Et donc la série a été créée par Kim Joo-won, dont le nom de scène c'est Jason Kim, qui est réalisateur et scénariste, qui a un peu moins de 10 productions à son actif et qui est né en 1981. Sur Netflix, on peut regarder donc La traque dans le sang et un autre film qu'il a fait l'année d'après, en 2024, qui est Profession ceinture noire, qui est pareil, un film d'action qui est très très sympa avec l'acteur qui joue dans Black Knight. Je sais pas si tu l'avais vu, la série dystopique sud-coréenne aussi. Oui, ça me parle. C'est la chorégraphie des combats des deux séries d'ailleurs, fin de la série La traque dans le sang et de Profession ceinture noire, c'est des très très bons films d'action. C'est pas des trucs prétentieux, c'est vraiment du divertissement cool quoi. D'accord. C'est des trucs qu'on regarde à la cool sans s'attendre à faire des miracles. C'est juste pour ce que c'est. Tu passes un bon moment devant. Et le scénariste, donc, c'est Jack Park Sayan, comme dans Dragon Ball. Au niveau des acteurs, j'en parle un peu parce que j'ai trouvé les acteurs. Bon, moi, je ne suis pas un fin connaisseur de la K-pop, de la culture coréenne. Mais j'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment très, très bons. Donc le héros, un des héros principaux, c'est Woo Do-won, qui joue le rôle de Gun-woo. Ensuite, sa co-star, c'est Lee Sang-hee, qui va jouer Woo-jin. Le méchant, qui est hyper charismatique, j'ai trouvé, bon, il roule, j'ai regardé un petit peu, il fait souvent des rôles de méchant, il le fait très bien. Il s'appelle Park Sung-wong. Il joue le rôle de Myung-ji, qui est un enfoiré fini, mais il le fait vraiment très très bien. Ensuite, on a son pendant gentil, on va dire, dans les acteurs confirmés. On a Woo Jun-ho, qui joue le rôle de Monsieur Choi. Et dans les actrices féminines, on a Kim Sae-non, qui joue le rôle de Yoon-ju. Et la maman de Gun-woo qui est jouée par Yoon Yoo-sen, bref, voilà, c'est des actrices sympas. Il y a une troisième actrice qui, ouais non c'est elle, c'est Kim Sae-ron. Je crois que c'est elle qui est décédée il n'y a pas longtemps. Ouais, 24 ans elle avait, c'était une jeune actrice un peu idol. Ah oui, j'ai entendu parler. Ouais, oui. ouais, apparemment elle avait failli se faire virer de la première saison de La traque dans le sang en raison de problèmes avec l'alcool apparemment. Et bon, peut-être que ça a mal fini pour elle. Bon, dommage. C'était une actrice sympa. Donc c'est une série qui mélange un petit peu des acteurs, comme je vous le disais, des acteurs confirmés avec la jeune génération qui monte autour du phénomène et qui surfe sur le phénomène du K-drama, donc qui est un truc purement coréen du Sud. Et c'est un style qui a eu du succès assez rapidement en Corée, forcément, hein, puisque ça a été calibré pour la population coréenne, mais qui assez rapidement va s'étendre à toute l'Asie. Là, je parle des K-dramas en général, je ne parle pas que de La traque dans le sang. Au point que c'est devenu une véritable institution, en fait, c'est très codé avec un système de diffusion. Apparemment, il y a des jours vraiment précis où le K-drama passe, c'est 2 épisodes par soir de diffusion. Oui, bon, c'est un truc, c'est très asiatique, très codé et sur un rythme bien précis avec pareil un nombre d'épisodes qui varie en fonction de l'intérêt du public, mais qui est très codé aussi.
Donc c'est toute une institution. En Occident, au début, c'était plutôt l'apanage des puristes, entre guillemets. Hein. C'était assez confidentiel, du grand public du moins. C'était plutôt l'apanage des otaku, des fans de manga qui s'intéressaient un peu. Ça va vite Oui, après pris de l'ampleur. Hein. Ça a vite pris de l'ampleur et notamment grâce à l'arrivée de Netflix, il ne faut pas se leurrer. Netflix a popularisé le K-drama à une vitesse exponentielle et les autres d'ailleurs à tel point que les autres plateformes ont suivi. Ben, dans les choses bonnes, parce que Netflix, il y a déjà des plateformes, il y a énormément de choses mauvaises. Oui, mais ça Ce sont des modèles économiques, etc. Mais une des choses bonnes qu'il a amené, c'est cet accès à des séries de tous les pays. Et on voit fleurir des genres, bon, ça passait au début de l'Espagne avec, oui, non, mais on peut les trouver dans tout, dans le Casa de Papel avec l'Espagne, avec récemment, je vois une montée pas mal en force des séries italiennes, même si l'Italie, le cinéma, il y a quand même une longue histoire. Ah oui, mais c'est-à-dire que ça s'ouvre plus forcément. Il y a depuis déjà des années une montée des cinémas nordiques, que ce soit finlandais, suédois, etc., avec des séries très marquées d'ailleurs, d'où des séries allemandes. Donc cette mondialisation, c'est les côtés bons, si on peut trouver un de la mondialisation, c'est qu'on a accès à plein de phénomènes qu'avant on n'avait pas. C'était rare, c'était vraiment parce qu'il avait trouvé un boom monumental et ça a passé au-delà des frontières. Que beaucoup de séries-là, ils trouvent d'ailleurs parfois beaucoup plus de succès. Bon, dans les K-dramas, ce n'est pas tant ça, mais dans des autres pays, ils trouvent des succès ailleurs que dans les propres pays. Oui, bien sûr, Que c'est marrant. Hein. Oui. Mais c'était dans les années 70. C'était Amicalement Votre. Alors je ne saurais pas te dire le titre original. C'était avec celui qui fait Roger Moore. C'était une série avec Roger Moore et en fait c'est une série c'est deux personnes un petit peu opposées qui enquêtent en commun sur des affaires. Et en fait aux États-Unis la série n'a pas marché. En France ça a eu un succès phénoménal à tel point que les acteurs, les producteurs, bon, ils n'ont pas continué la production, ils n'ont fait qu'une ou deux saisons, je crois, parce que c'est les États-Unis le public principal et si ça ne suit pas. Mais pendant des années, les acteurs, Roger Moore et tout ça, ils allaient en France exprès pour faire des interviews et tout, parce que la série avait une aura qu'elle n'avait pas. Et déjà à l'époque, ça arrivait de temps en temps, mais ça arrive plus maintenant qu'à Netflix. Enfin, il y a Netflix et les autres. Je parle pas. Bon voilà, donc certaines séries sont d'ailleurs entrées dans le panthéon de la pop culture, comme Squid Game, qui a été un phénomène là encore incroyable, qui je pense qu'à la base personne ne s'attendait à ce que ça marche comme ça. Et au final c'est une des séries les plus iconiques de ces dernières années, de ces 5 dernières années. Donc à tel point que l'avènement de la K-pop a donné, c'est un film que tu as vu il n'y a pas longtemps, le K-pop Demon Hunter, qui est un film américain avec un gros budget au final, c'est 100 millions de dollars de budget pour un film de plateforme. Et pour un film d'animation. C'est très marqué, c'est asiatico-américain. Oui, il y a tous les acteurs qui prêtent leur voix sont des Coréens. Mais voilà, c'est un studio américain qui s'attaque c'est un studio du coup nippo-américain qui s'attaque à la K-pop. Bon, et souvent ces séries coréennes s'inspirent assez régulièrement quand même des webtoons coréens ou des mangas japonais avec plein d'histoires et de variétés de genres qui sont proposés comme l'action, la romance, l'horreur, le juridique, le médical, bref. Tout le spectre de ce qui marche. Il y en a tous les gros. Bon, que nous raconte la traque dans le sang? Bon, ça prend place forcément en Corée du Sud, durant la période du Covid, qui est, comme tout le monde le sait, une période bénie entre toutes. Dans ce contexte, Gun-woo, un jeune boxeur prometteur, se bat pour aider sa mère à payer le loyer de son café. Qui est déserté malheureusement par les mesures sanitaires et qui n'a bien sûr aucune aide puisque on est en Corée et que c'est débrouille-toi. Cependant, les échéances, elles, continuent à tomber, le crédit, les impôts et tout, continuent à bien fonctionner. Bref,
la famille de Guenou est vraiment dans la merde. Il est également freiné dans sa carrière et dans ses possibles gains par l'épidémie, puisque l'épidémie empêche le public de se déplacer au tournoi, donc rapporte moins d'argent. Et donc les tournois se font de plus en plus rares parce que les gens ils vont accepter de faire des tournois qui étaient prévus de longue date. Par contre, s'ils voient qu'ils y perdent trop, ils font pas. Lors d'un de ces tournois, justement, ils rencontrent en finale Wu Jin et leur passion commune pour la boxe, leur passé de Marines, puisque en Corée du Sud, le service militaire est obligatoire, et leur galère du quotidien les rapproche et les décide à s'entraider. Parallèlement, un usurier, donc Myung-gi, qui est un gros mafieux, tente de profiter de l'épidémie, forcément, pour s'enrichir grassement en faisant de la spéculation immobilière. Donc pour cela, il fait chanter des hommes influents, dont je crois que c'est le fils du maire de la ville. Il fait des escroqueries multiples auprès de gens un peu plus modestes, dont la mère de Guenou. Et il fait aussi des escroqueries aux assurances en volant des papiers au SDF. Bref. Un gars qu'on aime aimer. Un gars sympa. Un gars sympa. Bien sous tout rapport, tout va bien. Et un soir, le café de la mère de Guenou est attaqué par les hommes de main de Myung-gi. Ces derniers réclament le remboursement du crédit après avoir fait signer un contrat fallacieux à la maman avec des intérêts limite, elle doit le triple de ce qu'elle devait à la base en fait. Guenou a beau être fort et courageux, il perd le combat et est gravement blessé au visage. Wu Jin décide alors de l'aider à trouver une solution. Leurs recherches les mèneront jusqu'à Monsieur Choi et sa petite fille Yunju. Monsieur Choi qui est l'ancien mentor de Myung-gi, puisque lui-même était un usurier. Mais un usurier, parce qu'apparemment, c'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est une profession assez courante en Corée. Okay. C'est des sortes de prêteurs, mais c'est plus ou moins officiel. C'est pas forcément un truc de sous-main. D'accord. Mais franchement, la frontière est ténue. Quand tu le vois vu de l'extérieur, moi, quand je l'ai vu avec mon bagage culturel, bon, c'est officiel, mais c'est un peu, ça fait un peu mafieux quand même leur truc quoi. Toujours est-il que Monsieur Choi, lui, faisait partie des usuriers, on va dire, sympas. Et, honnête. Voilà. Et qui officiellement est déclaré mort, en fait. Il profite du fait que tout le monde le pense mort pour devenir un philanthrope qui vient en aide aux plus démunis en extorquant les plus malhonnêtes, en fait. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux mauvais usuriers pour pouvoir aider des gens à se soigner parce que les soins sont très chers, aider à un projet quelconque et sans demander de contrepartie. C'est-à-dire que vraiment c'est… philanthrope. Voilà, c'est le philanthrope. Ce dernier a des comptes à régler donc avec son ancien disciple et tous ensemble, ils décident de tout faire pour le faire tomber. Cependant, la tâche semble être impossible tant Myung-gi est puissant et doué pour prévoir et déjouer tous les plans faciles. On va dire, il va falloir s'y filer pour le faire tomber. Donc ça c'est le pitch de départ de la série et moi ce que j'ai bien aimé dans cette série c'est que c'est une vision simple et efficace qui respecte le public je trouve. Il faut commencer par prendre la série pour ce qu'elle est. Certes il y a un sous-texte présent qui montre le traumatisme qu'a été le Covid et sa gestion. Le fait que des gens aient souffert face à un système profondément dysfonctionnel et ambivalent. Avec d'un côté il fallait endiguer l'épidémie, donc il y avait le truc très humaniste de il faut protéger ses proches et tout, et de l'autre on laisse en fonction des institutions qui, si personne ne peut exercer sa profession, enfoncent une partie de la population dans une extrême précarité en fait. Le fait que d'autres aussi en aient profité aussi pour s'enrichir par des manœuvres pas toujours très éthiques. En ce sens, la série dénonce un peu. Mais il ne faut pas oublier que ça reste avant tout une production faite pour divertir. C'est une série d'action. C'est un buddy serial. C'est pas un buddy movie. Et d'autant plus qu'en général, dans toutes les séries coréennes, oui. il est
je pense qu'il est à peu près présent partout, sauf dans les directeurs plus Ouais. critiques, ouvertement critiques, etc. Cette, cette sorte de critiques sociales un peu nuancées, Oui, qu'il acceptait jusqu'à un certain degré. Ouais, Et c'est ça ça. va jamais trop loin. c'est ça, c'est ça. C'est très, on va dire que c'est très bien peigné, on va Ouais, dire. c'est ça. Il n'y a pas d'épices, ça rebique pas. C'est ça. Mais ça a le mérite d'être là. Hein. Donc, comme je vous disais, c'est un buddy serial dirigé vers l'action et le suspense. Et en ça, elle est, pour moi, idéalement calibrée. C'est loin d'être original, mais c'est d'une efficacité redoutable. Les épisodes sont bien rythmés. Les scènes d'action sont super bien chorégraphiées, hein, notamment le premier combat de Gun-Woo contre les hommes de main de Myung-ji, qui est assez balèze, impressionnant. Et l'autre, il y en a plein, hein, il n'y a pas que ça. Mais moi, ceux qui m'ont le plus plu, c'est le combat dans la station de métro qui est très fun et dynamique. Les acteurs sont attachants, hein, comme je le disais précédemment, donc pour les deux héros. Les méchants sont charismatiques, ils cabotinent juste ce qu'il faut pour qu'on aime les détester. Bref, c'est bien fait. Il y a parfois un peu de pathos, hein, parce que bon, ça c'est la partie K-drama, parce qu'ils aiment bien, dans les mangas aussi, c'est très présent ce côté un petit peu. Il faut sortir à un moment donné un peu les violons, parce que sinon, voilà, il faut faire ressentir des émotions. Mais bon, pas suffisamment pour que ce soit pénible. On est là sur un héritage de la construction des webtoons et des mangas, hein, c'est ce que je disais précédemment. Et surtout, dans le contexte actuel de production des séries sur les diverses plateformes, la traque dans le sang, pour moi, a respecté vraiment son public, parce que une saison, une histoire avec un début et une fin. C'est-à-dire, on ne nous laisse pas sur un cliffhanger minable au cas où elle trouve son public. Ah d'accord, la série, elle est finie. Ouais, l'histoire elle est finie. Là, ils vont faire une deuxième saison, mais l'arc narratif il y a un début, une conclusion. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite ouverture, et encore pas trop. On te fait comprendre qu'ils restent amis, que ça va continuer. Mais si ça s'arrête là, on n'est pas frustré de se dire putain, j'aurai jamais la suite, ou je vais devoir attendre 5 ans pour avoir la suite de l'épisode. Et c'est une chose aussi qu'on retrouve et que j'ai beaucoup apprécié sur la série Reacher de Amazon Prime, qui là pour l'instant a 3 saisons et 3 enquêtes. Un début, un milieu, une fin. Alors, je commençais la première. Ouais, la première c'est la meilleure, hein, pour moi. Cette mec. Après, c'est le genre de truc, je sais pas si tu apprécies trop, toi. Ah, si, mais moi j'adore. Hein. J'apprécie, si, parce que les gars, il est tellement honnête, bourrin. Ouais. En plus, c'est pas du tout Richard, ce n'est pas du tout un proclame patriote, c'est bien au contraire de ça. Oui, non, donc, oui. Ça balance, c'est assez donc, cynique. les personnages, c'est bourrin comme pas possible. Après, l'acteur, je l'apprécie, Moi, parce qu'il beaucoup, il a fait déjà il a fait au moins 12 séries de super-héros. Il sortait dans Titans. Ah oui, c'est vrai. Et il avait joué dans Smallville aussi. Il faisait pas mal. Oui, non, mais il était bien plus jeune. Avant d'être à Simolos. À l'époque où il n'était pas musclé encore. Et après, Titans, il a sorti dans cette série aussi. Il faisait un truc, je pense que c'était un truc super-héros, je ne me souviens pas les noms. Et moi, j'apprécie les caractères. Il le fait bien, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Apparemment, dans la 3e, ça va un peu trop loin, mais c'est ça que j'ai entendu. Oui. Mais ça reste du bon divertissement. Hein. Mais la première saison pour moi est clairement la meilleure. Des tartes, qu'est-ce que ça me fait rigoler. Quand t'as un mec de 1m90 qui est aussi profond qu'une armoire à glace et qui envoie juste une gifle, ça fait plaisir. Hein. Ouais, mais c'est la façon comme il est fait, c'est cette nonchalance. J'aime beaucoup aussi, je dois t'avouer. Bon, donc là, j'étais en train de balancer un petit peu sur le truc des plateformes. Hein. Donc, pour moi, les plateformes,
il faut reconnaître que des fois, elles prennent certains risques en raison de leur appétence de contenu avant tout. Hein. C'est pas de la prise de risque pour la beauté du geste, c'est parce qu'il faut apporter du contenu. Mais là où le format de 8 épisodes permettait soi-disant des économies et donc de ne pas avoir d'annulation, ils ont vite contrebalancé le concept en lançant une foule de concepts pour voir si le public suit. Et le problème, c'est que des fois, actuellement, hein, si on regarde bien, la première saison est vraiment cruciale pour la pérennité d'une série. Même pas. Ouais, encore, parce que des fois, même quand ça a un succès critique. Il est mesuré, la réussite sur une semaine ou 2 semaines. Ouais, c'est ça. À peine. Voilà, c'est ça. Quand il ne laisse pas mourir, laisse pas vendre. C'est ce phénomène des séries qui se travaillent dans les gens. Il y a des fois, c'est même pas sorti que déjà c'est annulé. Ouais. C'est-à-dire que le truc n'est pas sorti, personne va aller le regarder, surtout s'il y a un cliffhanger à la fin. Moi, je trouve ça vraiment dommage. À niveau plateforme, moi je suis vraiment étonné avec ça qui représente cette marque, que ce soit qu'Apple TV, qu'il a une constance à peu près, qu'il est fait en Paris pour un genre. J'imagine qu'il y aura, mais en tout cas les séries originales Apple TV ils sont très variées. Ils annulent moins aussi. Ils annulent, mais moins que. Après, ils font moins quantité aussi. Mais chaque série, c'est en Paris quand même. Oui. Et voilà, moi ce qui me gêne vraiment, c'est que beaucoup s'arrêtent alors qu'elles ont des qualités indéniables. Donc pour les séries Netflix, moi j'ai noté 1889 et un animé que j'ai bien aimé, que j'ai regardé cet été et que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de deuxième saison, j'étais dégoûté. C'est Akuma-kun, qui était une série très sympa et très originale. Au final, on s'arrête sur un cliffhanger et on a la fin de l'arc scénaristique. Et d'Amazon, je ne veux pas en parler parce que je me fâché. Et Amazon, il y a The Bondsman qui avait l'air très sympa. On était sur un truc qui annule. Ils ont annulé La Roue du Temps alors que ça marchait très bien. C'est pas juste que ça marchait très bien, c'est que la troisième, c'est une série qu'il a montée comme ça. C'est ça. Il a fait une troisième saison qui c'était parfaite. Et là, il annule. Je trouve ça. Laisser les gens en plan comme ça, c'est un peu dégueulasse. Et sachant cela, justement, moi je comprends. Non, mais c'est juste pas à plat, c'est parce qu'il y a des séries qu'on peut voir encore. Bondsman, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. C'est une série d'action. Kevin Bacon, bon, c'est pas un acteur que j'apprécie beaucoup non plus. C'est un mélange de Supernatural, de Buffy. Mais par exemple, je pense que l'investissement de l'équipe en général qu'il avait sur La Roue du Temps, un investissement général, en temps de vouloir faire un truc bien, que ce soit les acteurs, que ce soit tous ces gens-là, allez vous faire foutre. C'est ça. Mais tu continues Le Seigneur des Anneaux que tout le monde confie, que personne ne regarde. Mais parce qu'ils sont nous des pays où on a chier de droits d'auteur. Oui. Bon voilà, et sachant cela, moi je comprends pas qu'on puisse s'arrêter sur un cliffhanger lors d'une première saison. Hein. Qu'il y ait une fin ouverte, pourquoi pas. Mais on finit l'arc scénaristique. Tu peux t'arrêter, mais garantis qu'il y en a suite. Voilà. Ouais, mais là le problème c'est qu'ils garantissent pas, c'est-à-dire qu'ils font le truc sans savoir. Ceux qui font les séries savent que la reconduction arrive après. Ils l'ont rarement d'entrée. T'arrêtes pas sur un cliffhanger, c'est complètement con et ça fait que les gens regardent plus du tout ton contenu après. C'est vraiment dommage. Et en tant que spectateur. Si ça c'était vrai, cette dernière phrase. Les plateformes, ils feraient pas ce qu'ils font. Ah oui. Mais les gens ils continuent à regarder quoi qu'il en soit. Enfin, moi, je sais que ça me stoppe. Moi, c'est rédhibitoire. Hein. Si je me fais avoir encore 2-3 fois, tu vois. À Akuma-kun, je me suis fait avoir parce que j'étais persuadé qu'il allait y avoir une suite, mais visiblement, j'avais pas vu la date parce que c'est sorti en 2022, je crois. Donc bon, là c'est. Il y a marqué qu'elle est en cours encore. Sur les animes, les dates, c'est très ambigu. Oui, c'est ça. Et en tant que spectateur, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'attacher à une histoire, à un univers ou à des personnages et de ne pas aboutir, ne serait-ce que partiellement, sur une conclusion. Ça donne l'impression d'être pris pour des jambons en fait.
Bon, pour donner mon avis sur La Traque dans le sang, c'est une série qui vaut le coup d'œil. C'est un divertissement efficace avec des personnages attachants, comme je le disais. On a de l'action, on a de l'amitié, de la solidarité, du dépassement de soi, du suspense, avec deux factions qui avancent leur pion pour se détruire l'un l'autre. Des méchants qu'on a envie de taper nous-mêmes. Hein. Bref, une série fun qui peut faire penser à autre chose qu'une ambiance délétère, que l'ambiance délétère du moment. La série est un succès tant critique qu'auprès des spectateurs, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a une deuxième saison qui doit sortir en 2026, toujours sur Netflix, avec cette fois Gun-Woo et Woo-Jin, toujours pareil, hein, il y a toujours le duo, qui vont se confronter au milieu de la boxe clandestine. Pourquoi pas? Je l'avais vu passer, je ne l'ai pas regardé encore, mais ça donne un peu envie quand même. Ouais, et des fois, c'est bien voir des trucs qui cartonnent bien. Voilà, c'est série d'action, hein, c'est pas un truc. Voilà, non, mais la série d'action, il faut les savoir faire aussi. La série, les films d'action. Moi, j'ai bien aimé. Après, il y a ceux qui ne sont pas habitués, les acteurs japonais, chinois et coréens, ils ont un jeu particulier. Donc, des fois c'est un peu dans le surjeu. Donc ça peut peut-être gêner certains, mais franchement, moi, je trouve que ça passait très bien. Je pense que en plus, moi ce que j'aime bien sur les productions coréennes, c'est qu'ils ont cette réussite à réussir à faire de l'humour dans une histoire un peu grave. Ouais. Moi, je me souviens par exemple de Memory of Murder, tu l'avais vu ce film? Oui. Qui est une histoire glauque au possible, et dedans il y a de l'humour à des moments, notamment sur un interrogatoire où tu as un policier qui saute à pieds joints par-dessus le bureau, enfin un truc que tu vois dans les films. Mais c'est pas coréen? C'est coréen? Non, Memory of Murder. Je pense pas que ce soit coréen. Si, mais ça ok, c'est coréen. Je sais pas, peut-être. Oui. Allez, voilà. Sortons des doutes. Pour moi c'est coréen, mais c'est possible. Là hein. tu m'as mis le doute. Attends, oui. C'est un film coréen. Oui, c'est ça. C'est un film bien coréen. Ouais. Film génial. Oui. Film génial. Oui. Et le truc super glauque, et d'un coup, tu as la scène de l'interrogatoire où c'est surjoué. Oui. J'étais en train de mélanger avec un autre film dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh voilà, vous y trouverez votre compte et ça fait penser à autre chose, c'est cool. Bon, à moi? À toi. Alors, allez. Donc, si cette fois-ci, j'essaie de faire une chronique sans me tromper, en oubliant les mots, des fois, il y a des jours comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'une série d'animes que c'était une sorte de Madeleine de Proust pour moi. Tellement Madeleine de Proust que je pensais que c'était dans les années 90 et pas du tout. C'est début de 2003 pour être précis. Qui s'appelle une série d'animes qui s'appelle Wolf's Rain. La pluie de loup. Elle a été sortie en France, je suis sûr. Je ne sais pas du tout où il est trouvable, hormis de l'acheter en DVD. Je pense qu'il est trouvable en DVD de mémoire. Et c'est ce genre de série que d'abord il a eu l'anime et après il y a eu un manga avec quelques changements. Mais d'abord c'était l'anime. Et cette série, j'avais regardé en 2003 parce que c'est quand il est sorti. Et ça m'avait marqué beaucoup cette série parce que c'est une série d'une seule saison. Il doit avoir je ne vais pas dire de bêtises, c'est 20 et quelques épisodes et 12 OAV. Mais qu'en fait, les OAV, c'est vraiment les 4 derniers épisodes, ni plus ni moins. D'accord. C'est la continuité, la même façon de filmer, ça change un peu l'intro, mais c'est tout. Et j'avais adoré, tellement que ça a impacté, je m'aperçus en regardant, ça a impacté pour moi certains souvenirs sur des choses que j'écris et que je travaille et qui ont un impact direct et que je n'aurais pas aperçu à quel point il y avait un impact. Hein, d'accord, excellent. C'est ce genre de trucs que tu ne trouves pas de ça, hein, parce que je gardais, mais maintenant c'est encore, je l'ai redonné, un super bon souvenir de cette série. Et maintenant que je l'ai revu, tout s'est revenu. Vraiment, je comprends qu'est-ce que j'ai tant aimé de cette série.
petit synopsis sans trop aller loin, hein, parce qu'il faut regarder vraiment la série, comprendre. On parle d'un futur post-apocalyptique, on ne donne pas de date, c'est un futur assez éloigné. Plus ou moins, tous les mondes, il est divisé en des villes, plus ou moins grandes, et avec des parcours désertiques au milieu, et que cette ville, ils sont contrôlés en ou plusieurs villes pour des nobles. Et dans cette ville-là, au monde de la première qui commence, il y a une légende qui dit que les loups y reviendront pour retrouver les paradis. Juste que les loups, ils se considèrent extincts depuis des siècles. Et parce que personne y voit des loups depuis des siècles, littéralement. Mais ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est les premiers épisodes, hein, je ne spoil rien, sinon que les loups, ils savent tromper à l'œil humain. Et devant les hommes, ils s'apparentent à être des humains. Mais c'est vraiment une apparence. C'est-à-dire, l'anime, il joue avec ça, donc tu les vois presque tout le temps sur l'apparence humaine. Mais, par exemple, quand ils passent en marchant, si c'est la neige, il y a des traces de loups. C'est pas un humain qui passe. Excellent. C'est des trucs comme ça. Il y a des moments où tu vois les loups, des moments où tu vois l'humain. Ils jouent beaucoup avec cette surposition. Mais, en tout cas, sauf à celui ceux personnes qui désirent ou qui souhaitent les montrer sa vraie nature, il se montre comme une image humaine. D'accord. Il y a certains qui sont intégrés dans les villes, certains qui sont des sauvages, jusqu'à l'apparition des Han, que c'est les seuls qui ne se montrent pas humains. C'est le début, encore une fois, de l'épisode, en loup blanc magnifique. Et qu'il est attiré pour, qu'il s'appelle la fille des fleurs, que c'est une création génétique, en fait, qui est un mélange des humains et des fleurs de lune. Et la légende dit qu'avec cette fille, ils trouveront le paradis. Et à partir de là, on pourrait parler d'un road movie, mais plus complexe que ça, d'un groupe de loups avec cette fille-là à la recherche du paradis. Ça, c'est l'histoire de base. D'accord. Et de cette personne, certaines personnes qui sont personnages des nobles, il y a une bataille entre nobles, et c'est une allégorie assez complexe sur l'écologie principalement, sur la nature humaine, transformée dans ces loups, parce qu'il montre plein de passages. Les loups, généralement, ils sont plus humains que les humains, en quelque sorte. Bon, pas en quelque sorte, ils sont plus humains que les humains. L'exploitation de l'homme par l'homme, il y a tout un tas de thèmes à chaque épisode qui traitent différents pour les groupes qui racontent, les dépassements de soi-même, les doutes, parce que tous les personnages tout découvrent ces histoires au fur et à mesure, et pourquoi ils sont arrivés là, ce groupe, même si les groupes ils se forment tout au début, finalement il y avait, je ne vais pas dire en sorte de destinée, mais en quelque sorte. Ouais. Et tout ça dans un ton vraiment super fin, super bien écrit. Les musiques qui sont vraiment faites, c'est choquant. Moi, j'adore toutes les musiques, à tel point parce qu'il y a un phénomène que je ne sais pas si c'est normal, en tout cas, pourtant je regarde d'animé, c'est vraiment une compositrice japonaise avec des chanteurs américains. Donc, elles sont des lettres, la plupart, tous sont des lettres en anglais. D'accord. Toute la bande-son, c'est des lettres anglaises, mais c'est une compositrice japonaise. 2003, c'est Yoko Kanno qui a fait ou pas? Yes, je vais te le confirmer, mais d'ailleurs, ça va arriver bientôt parce que c'est très important par rapport à ça que je vais en parler. De l'importance de l'équipe. Tac, je te confirme, mais je suis Yoko Kanno. En fait, cette série, bon, en plus de que je vous la conseille très 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 fortement, une série que pour moi, il est un peu dans les panthéons des grandes séries d'anime, mais qu'il est bien plus méconnu que la plupart de cette série. Et je parle encore une fois un peu à l'exemple de la première chronique en faisant un parallèle parce que j'ai regardé récemment Lazarus, qui est la dernière série du créateur de Cowboy Bebop,
que je vais dire les noms des CEPA. Le héros de Lazarus, il a un côté très Spike Spiegel. Shihiro Watanabe, Ouais. que c'est le créateur. Shinichiro Watanabe, ouais. Tout à fait. Encore une fois, je ne fais pas l'effort. C'est une prononciation pourrie. On fait au mieux. Désolé, les gars. Et en fait, les 3 personnes principales qui sont fait Ghost c'est l'équipe principale qu'il a fait Cowboy Bebop. Ensuite, Ouais. c'est-à-dire, c'est Tensai Okamura, que c'est un directeur qui avait dirigé, fait tous les scripts de Cowboy Bebop et dirigé quelques épisodes. Mhm. Oui, les scripts, les storyboards, en fait, il avait fait, et qu'il est décédé très tôt. Ah oui. Oui. Non, non, c'est pas lui qui est décédé. Pardon. Je me dis une grosse bêtise. C'est le directeur. Pourtant, j'étais sûr que c'était lui. Excusez-moi, je confirme parce que je suis sûr que. Oui, c'est non, pardon, c'est les créateurs de Ghost Rain. Pardon. L'autre, c'est Keiko Nobumoto. C'est lui qui a fait les scripts. Je suis en train de mélanger, mes excuses. C'est lui qui a fait les scripts de presque la totalité d'épisodes de Cowboy Bebop. Et de Wolfram, du coup. et de films de Cowboy Bebop aussi. Et c'est lui le créateur de Ghost Rain et qu'il a écrit toute la série, accompagné de les 12 autres personnes. C'est pour ça que dans ma tête, c'était 3 personnes de l'équipe de Cowboy Bebop. C'était dans la bande-son qu'il avait, tu l'as déjà dit, Yoko Kanno, et dans la direction Tensai Okamura, qui continue à être en actif. Récemment, pardon, je ne peux pas tuer personne avant de... Et là, ok, pour moi, c'est une révélation plus qu'évidente de que tous ces genres de séries, normalement, on parle toujours de réalisateurs, de créateurs, tout ça. Et sans doute, ils ont les mérites, il ne faut pas enlever ça qu'ils ne disent pas. Mais c'est un produit global de toutes les personnes qui travaillent. Ah oui, bien sûr. Et là, on voit, parce que quand je prends Lazarus, que ce n'est pas une mauvaise série, hein. C'est pas une série qui mérite d'être crucifiée, comme ils l'ont pourri certaines personnes. C'est une série qui s'est regardée, mais il n'a pas les talents de Cowboy Bebop. Il n'y a pas cette magie qu'il y avait. Moi, déjà, j'avais trouvé que ça ressemblait beaucoup trop à Cowboy Bebop, en fait. Sur la bande-annonce, moi, je te parle. Oui, parce que c'est quand même les créateurs, voilà. mais les personnages, ils changent un peu, c'est un autre type de misfit. Bon, c'est quand même toujours des outsiders qui forment un groupe, mais cette magie qu'il y avait dans Cowboy Bebop, tu vois que finalement, surtout quand je compare à Ghost Rain, une série que pour moi, il peut avoir les défauts de faire une animation de 20 ans, admettons, mais pour moi même pas. Mais tu vois que ces 3 personnes qui sont travaillées dans Cowboy Bebop, ils ont fait ça. C'est encore une œuvre parfaite, mais que ça marche tout, la musique, les tons, les mots, tout il marche pour créer cette ambiance et cette amenée. C'est beaucoup plus, même si Cowboy Bebop, on ne va pas dire qu'il n'est pas mélancolique, mais là sur Ghost Rain, c'est presque c'est le thème principal de la série. C'est la nostalgie, c'est cette menée, c'est la recherche d'un futur que peut-être il ne va jamais exister, ou la lutte pour l'utopie, pour un meilleur avenir. Est-ce qu'il mérite, est-ce qu'on la verra, cette lutte à plein de questions de cette façon. Les dialogues, ils sont super bien écrits. Et c'est là où je ne peux pas éviter de voir la comparaison à Cowboy Bebop, que je ne trouve pas dans Lazarus, par exemple. Que les dialogues de Cowboy Bebop, ils sont à la virgule près d'une perfection, et que ça sert à dénoter, à vraiment marquer la personnalité, à t'accrocher au personnage. Parce que c'est à travers ce dialogue, il y a ces actes aussi, mais c'est à travers ce dialogue que tu commences à tirer des ficelles, ou t'accrocher, ou être
vraiment avoir une sympathie, ou compatir, ou empathie, pour mettre tout dans les mêmes packs sur ce personnage-là. Et là, dans Gold Grave, c'est le même thème. Pourtant, l'équipe n'a rien à voir. Hein. Il ne faut pas imaginer l'équipe à la Cowboy Bebop, c'est pas du tout ça. C'est des loups. Chacun, il a vu, il y a un qui découvre, c'est la nature sauvage, que c'est le loup blanc. Il y a les loups gris, que c'est les gars qui ont été domestiqués et qui habitent dans la ville depuis des années et que il a un peu les doigts à cuire et qui pensent qu'ils sont tous un peu tombés, mais que finalement il les accompagne jusqu'au bout. Il y a les jeunes qui arrivent, qu'il est encore j'allais dire un chaton. C'est encore. Louveteau. Ouais, c'est ça. Même si c'est déjà un loup, hein, mais cette envie de jouer, de faire, plus l'autre que c'est l'ado, c'est l'intermédiaire, tu sais, qui il est ni d'un côté ni de l'autre, mais qui finalement il tend les liens entre tous les groupes, d'une façon que, parce qu'il se met un peu équidistant entre tous, donc même si après derrière lui une histoire, bref, et donc on n'est pas du tout sur les outsiders. Bon. Oui, parce que les loups ils sont déjà des outsiders dans cet univers-là, mais c'est pas les mêmes figures du tout. Mais on voit cet talent-là, et pour moi, c'est une façon aussi de mettre les mérites à toutes les équipes et le travail, hein, parce que clairement, c'est-à-dire là, c'est lui qui a fait les scripts, malheureusement, il est décédé, et je pense que ça marque dans l'œuvre de Watanabe, quand même. Parce que si je ne dis pas de bêtises, il a écrit pas mal de ces scripts. Et on voit qu'en fait, cette magie-là, c'est vraiment une magie d'équipe. Oui. Watanabe, sans doute, il a eu l'idée de génie, des personnages, de cet univers fantastique, en même temps que c'est western de l'espace. Mais après tout, ça a été vraiment mis en place sur les autres artistes aussi en soi, les mêmes que ça peut passer dans ces studios. Bien sûr, Comme quand on parle de Ghibli, par exemple, on parle carrément de son créateur, mais sans les autres dessinateurs, ça n'existerait pas non plus. Bien sûr. Dans ces cas-là, c'est un peu différent parce qu'on a une reconnaissance très explicite du créateur de Ghibli, que je ne me souviens pas du nom. Hayao Miyazaki. Miyazaki, voilà. Et de toute son équipe et de ses efforts. Dans ces cas-là, normalement, ça, on ne le retrouve pas dans la reste. Après, c'est cette façon que nous, on est aussi un peu biaisé dans tout. Que derrière toute série, tout film, toute cette composition chorale, finalement, c'est ça, c'est une composition chorale. Oui, bien sûr. On met les mérites sur les réalisateurs, on met les noms, mais finalement, les réalisateurs, si on avait telle ou telle équipe, ça ne serait pas la même chose. Oui. Et là, on voit clairement comment. Je ne veux pas dire que tout ce qu'il a fait c'est la merde parce que ce ne serait pas juste, mais Watanabe, il a fait son premier essai, c'était au plus haut, il la reste. Il était bien, mais plutôt plus bas quoi, que cette première. Parce que même Chameau et Shampoo, qu'il est très 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 bien, et que j'adore, n'est pas au niveau de Cowboy Bebop. Même si se tient. Ouais, après Samurai Champloo, ça reste fun. Mais là où le Cowboy Bebop, ça a été touché vraiment par la grâce, c'est-à-dire que tout concorde. Oui. Il n'y a pas de fausses notes, et tout est. Enfin, moi j'ai trouvé que il y a énormément d'épisodes qui sont très impactants. En fait, là où c'est vrai que Samurai Champloo a un ton quand même plus léger, même s'il y a des trucs graves qui se passent, il y a de la tristesse, voilà. Mais c'est plus léger, c'est quand même plus léger, c'est plus shonen justement que... Oui, non, mais même s'il y a des choses... Mais que ça a enlevé son talent, hein, et chacun, il faut le tenir, ça c'est juste à mesure, mais je vois dans cette série beaucoup plus méconnu, beaucoup moins tenu dans les hôtels des grandes séries, et que pour moi c'est une série vraiment... bon, je vais le dire, parfaite, même si la perfection ça n'existe pas, mais à mon goût, au ça que ça me touche à moi, c'est une série qui est vraiment carré, tout fonctionne dans la série. La musique, les effets, c'est un des peu séries, même si maintenant ils jugent beaucoup sur ça, mais dans un concept plus moderne, mais c'est un des plus séries que tous les épisodes, quand je regardais, je ne sautais pas l'intro, quoi. Tu sais, c'est plutôt rare parce que même si maintenant
il y a une sorte de pari sur les intros des animes, de la série d'animes. Il faut que l'intro marque les coups avec certaines musiques. Il annonce un peu sa réussite ou pas. Bref, il y a toute une théorie à cet auteur-là, mais je ne pense pas que ce sera si marqué qu'il était quand il est sorti cette série en 2003. Et qu'il met tout ça pour créer un ensemble vraiment très 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 fin. Bon, je dis fan, mais je ne suis pas trop fan en fait. C'est une série touchante, touchante avec des méchants vraiment marqués, même si il apparaît à compte-à-gouttes. C'est pas une série qui est marquée pour être en opposition, même s'il y a quand même une grosse opposition. Il y en a pas, c'est-à-dire il y a un opposant. Je ne sais pas si je l'appellerais un méchant, mais il y a un opposant très marqué, même s'il fait des choses bien dégueulasses dans la série, d'accord, mais avec des motivations très claires, hein, parce que finalement, les méchants de cette série, c'est un peu à la Castlevania, elle est motivée pour l'amour. Il fait toutes les choses qu'il fait pour amour. Aussi pour pas savoir mener les deuils, mais... Oui. Bah, souvent, l'un va avec l'autre. Tout à fait. Et ça crée cet équilibre où vraiment c'est la recherche des personnages. La fin, ça, je ne dis pas un mot, mais c'est génial. Je trouve qu'il est parfait à la série, même si ça pique beaucoup, mais il est parfait pour la série. Et surtout que les séries japonaises à l'époque, c'était pas très réputé pour les happy end. Les séries de ce genre, hein, je te parle. Oui, oui. Ce même Cowboy Bebop, tu vois, ça te laisse un goût un peu. T'as la gorge je suis serrée, d'accord, tu mais vois. c'est doux amer quand même. C'est doux amer. Ouais. Dans ces cas-là, c'est doux amer parce que il porte les rêves. Oui. Donc, mais bon, je ne veux pas trop en Il faut parler. pas spoiler. C'est ça. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas cette série, je pense que c'est un bon moyen de la procurer. Je suis assez sûr que sur Amazon c'est trouvable. Sinon, utilisez tout autre moyen que vous croyez. L'important, c'est la regarder. Et peut-être réhabiliter un peu cette série. Je ne pense pas qu'on a cet impact-là pour réhabiliter une série, mais tant pis. J'avais regardé aussi, pour curiosité, les notes. Il y avait des notes de fous furieux aussi. Déjà des 8 sur 10 en moyenne. Que c'est déjà... elle a rencontré un public c'est quand même en série 2003, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu voir depuis. Et les ventes on peut les trouver sur... Yoko Kanno, c'est du solide souvent. Ouais, mais on peut les trouver sur YouTube. Je vous conseille, parce qu'il y a notamment une chanson que... L'intro, il est génial. J'adore, hein, même s'il y a un côté un peu... un côté rock américain années 90, un peu Genesis, D'accord. on touche un peu comme ça, je dirais. Il y a un autre, vraiment en les regardant, je pensais tout le temps à un chanteur, il ne me revient pas les noms en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Bon, tant pis. Il faudrait que je prenne des notes un jour. Aussi. Sting peut-être? Non, c'est pas Sting. Mais c'est un style comme ça. C'est Yoko Kanno, même dans la bande son de Cowboy Bebop, il y a quelques chansons, ça fait penser à Sting. Oui, c'est Sting Police. C'est cet ton-là, Mais la voix, il me fait penser à un autre chanteur. Que tu n'as pas noté. Oui, voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. Au moins déjà ici sur cette chronique elle était plus droit, plus déraillé, j'ai moins déraillé, c'est déjà ça. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, hormis la conseiller fortement de les regarder. Moi j'irai voir ça. C'est une seule saison. Je vais dire... c'est un des fers de lance d'ailleurs de Watanabe. Hein. Toutes ces séries, c'est une saison. En général, c'est 26 épisodes. Et c'est 26 épisodes plus, plus les soba, donc en tout, ça fait 30. Ouais. En général, la série, ça fait 26 épisodes parce qu'il a fait pareil après quand il a fait un petit crochet sur Netflix où il a fait Carole and Tuesday.
Et pareil, je crois que c'est 24 épisodes et terminé, on passe à autre chose. Et tu vois, les Soba, il finit à 26, mais que c'est pas la fin Oui. du tout. Il fait 12 Soba qui en fait sont ni plus ni moins que 27, 28, 29, 30. Ils finissent vraiment au 30. Mais je peux pas le dire. Il y a tellement. Juste que les titres des chapitres, j'adore. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Les rêves de voyage, comment il dit, l'odeur des fleurs, il les sent des loups, déjà, ce chapitre. Ouais. L'oasis des rêves. Non. Les rêves d'un oasis. Bref. C'est très poétique. Oui, mais très poétique comme la série par ailleurs. Oui. Bah, j'imagine. Ouais. Voilà. Allez. Ceci étant dit, on va faire un des épisodes les plus faire, mis à part que tout est fou maintenant pour 1 heure. Je pense pas, on va voir. Oh, on va voir. Allez, ben à toi. Allez, moi je vais vous parler d'une série de romans, donc j'ai amené seulement le premier tome. C'est de Blake Crouch, Wayward Pines. Donc Wayward Pines, c'est une trilogie de romans éditée aux États-Unis entre 2012 et 2014. La première édition en France était chez J'ai lu en 2015 et l'édition que je viens de vous présenter est sortie en 2024 aux éditions Totem. Le premier tome, alors là encore, le traducteur fou est encore revenu parce que là, il n'y a aucun rapport. Les titres, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire que le premier tome en France s'appelle Révélation, aux États-Unis, il s'appelle Pines. Et donc, le bouquin fait à peu près 360 pages. Le deuxième tome en France s'appelle Rébellion. Aux États-Unis, il s'appelle Wayward. Et ça fait à peu près 400 pages. Le troisième tome, Destruction en France. Aux États-Unis, The Last Town. Et il fait à peu près 360 pages. Donc là, moi je pense que le traducteur fou, juste avant de traduire les titres de ce film, il a regardé Demolition Man en fait. Il a pris le truc Meurtre, mort, détruira. Et il a dit, bon, il faut que je trouve un truc autour de ça. Donc il a trouvé Révélation, Rébellion, Destruction. Avec des petites rimes à chaque fois. C'est yon à chaque fois, t'as vu? Révélation, Rébellion, Destruction. C'est vrai qu'a fait le traducteur fou. Bon, le genre de ce bouquin, c'est donc beaucoup de mystères. Il y a du thriller, du suspense, de l'action. Et d'autres genres que je tairai pour ne pas spoiler non plus, hein, parce que c'est quand même sur 3 bouquins. Et si je commence à dire le style des trois romans, je vais donner je vais spoiler et ça serait pas bien. Un petit mot sur Blake Crouch. C'est un auteur américain né en 1978 en Caroline du Nord. Il a grandi à Statesville, qui est une petite ville de Caroline du Nord. Hein. Je fatigue moi aussi. Qui portera dans son cœur au point de lui inspirer en partie la ville de Wayward Pines. Il se passionne assez rapidement pour la lecture et trouve rapidement ses influences auprès de Stephen King, de Michael Crichton ou encore de Philip K. Dick qui sont ses principaux mentors, on va dire, et on peut dire qu'on a fait pire en termes d'inspiration. On a donc du coup dans son style d'écriture le thriller psychologique, la science-fiction, le suspense, la maîtrise un petit peu aussi de l'horreur. Donc c'est un petit peu son fer de lance. Il étudie la littérature anglaise. C'est quand même marrant, excuse-moi, je oui, te coupe. Il prend Stephen King, Crichton, donc d'où fer de lance de best-seller, et Philip K. Dick. C'est ça. Ça, on est éclectique ou on ne l'est pas. Hein. On passe de best-seller au psychonaute. C'est ça. Tout va bien. Et donc il étudie la littérature anglaise et l'écriture créative à l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord. Il publie son premier roman en 2004 qui s'appelle Desert Place, qui est un thriller. Il fait des débuts plutôt prometteurs puisque sur le territoire national il se vend plutôt bien. Mais s'exporte pas trop au début. Il écrit par la suite 8 autres romans qui sont plutôt des thrillers également, qui ne sont pas tous traduits en français entre 2004 et 2012.
Et c'est avec la trilogie de Wayward Pines qui va être connue du grand public et en plus prendre une dimension internationale puisqu'il va être traduit dès lors dans une dizaine de langues à peu près. En 2015, la série de livres a un tel succès qu'en 2015, une série télé est adaptée par M. Night Shyamalan, qui reprend seulement le tome 1 pour la saison 1, apparemment très fidèle d'après ce que j'ai lu sur les critiques. Par contre, la saison 2 semble être totalement partie en couille, du moins à la lecture du synopsis, puisque ça n'a absolument aucun rapport avec la suite du bouquin. Ok. Totalement différent, et c'est peut-être pour ça que ça a été annulé d'ailleurs, parce que peut-être que les fans des bouquins n'ont pas arrêté de suivre, parce que la série a été annulée au terme de la saison 2. Parce que c'est justement ça pour ça que je n'ai pas regardé. Mais je pense que c'est trop différent parce que le tome 2 part sur un truc. En gros, quand tu commences le tome 2, ça se passe 15 jours après la fin du tome 1. Alors que dans la saison 2, ça se passe 4 ans après les événements du tome 1 et il n'y a plus les personnages de la première saison. On part sur d'autres personnages, Enfin, ça a l'air chelou et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas plu. Parce que, en même temps, si tu avais voulu partir sur le tome 2, ça aurait demandé un budget que peut-être ils n'avaient pas non plus. Hein, donc, ils ont dû essayer d'adapter un truc, mais force est de constater que ça n'a pas marché. Bon, voilà. Il rencontrera encore du succès, Blake Crouch, avec ses romans suivants, puisque Dark Matter, sorti en 2016, qui traite des univers parallèles, et en passe d'être. Enfin, il y a un projet possible d'adaptation en film pour Dark Matter. Et Récursion, sorti en 2019, qui est un thriller science-fiction. Mais Dark Matter, il n'est pas sorti en série. Alors, est-ce que c'est le même? C'est qui l'auteur, Blake Crouch. Parce qu'il y a une série qui s'appelle Dark Matter, peut-être. que je regardais. C'est peut-être ça. C'est sur des univers parallèles? Oui. Bon, ben c'est ça alors. Ils l'ont pas sorti en film, ils l'ont sorti en série du coup. Ah, ok. Oui, mais c'est bien ça. Cette série-là. Donc, D'accord, ben, je regarderai par ailleurs. Voilà. Et que, comme d'habitude, c'est une série que je serais tenté à chroniquer, mais pendant que je ne vois pas la fin, je chronique pas la série. C'est ça. Et après, il y a Récursion, là, par contre, qui est bon. C'est une enquête sur une vague de suicides engendrée par le syndrome du faux souvenir qui fait que les victimes se remémorent une vie qu'elles n'ont jamais vécue. Donc je trouve que le pitch de base est pas mal. Il aime bien les trucs comme ça parce que Dark Matter, déjà ça part à... je ne peux pas juger les bouquins que je n'ai pas lus, mais la série, il est assez what the fuck. Et à niveau univers alternatif, il est bien réfléchi quand même. Il part un peu dans tous les sens. Il est réputé pour ça, ouais. Et donc là, par contre, Récursion, qui a été, de ce que j'ai compris, un bon succès littéraire, c'est Netflix qui va l'adapter. Apparemment, c'est Shonda Rhimes qui serait aux manettes de l'adaptation. Et son dernier roman date de 2022, s'appelle Upgrade, qui est sorti en 2023 en France. Voilà, ça c'était pour l'auteur. Bon, que nous raconte Wayward Pines? Ça va être un petit peu difficile à pas spoiler, mais on va essayer. Donc nous suivons au début l'agent secret Ethan Burke qui reprend conscience à proximité de Wayward Pines, petite bourgade de l'Idaho, qui est un vrai paradis. Problème, en état de choc, il ne se souvient pas de grand chose, surtout pas de comment il est arrivé là, et comment il s'est retrouvé blessé et inconscient. Il se rappelle cependant assez vite qu'il est en mission. Il doit retrouver deux de ses collègues, deux agents des services secrets, dont son ancienne amante, ayant disparu dans la région. Problème bis, il n'a plus ses papiers ni son téléphone, et si d'apparence la ville et ses habitants semblent paisibles, ces derniers semblent réfractaires à l'idée de l'aider à contacter ses collègues ou sa femme à l'extérieur. D'autant plus que tous ces essais de contacter avec les téléphones de la ville sont soldés par un échec. C'est-à-dire que soit ça sonne dans le vide, soit il tombe sur une opératrice qui fait mine de ne pas comprendre. Et donc il n'arrive jamais à passer un coup de fil vers l'extérieur. Problème terre. La ville n'a selon toute vraisemblance pas de sortie.
quand on prend la route pour s'en aller, elle ramène systématiquement le conducteur au panneau de bienvenue de l'entrée après avoir fait une boucle dans la forêt. Il n'en faut pas plus à Ethan pour tenter de percer le mystère. Une enquête dont il ignore encore les dangers réels, qui s'avéreront maximaux, où les aides seront bien maigres et dont l'ampleur des révélations qui en découleront seront tonitruantes, voire abyssales. Et on en est qu'au tome 1. Bordel. Putain, déjà que ça, je vois que, comment ça s'appelle, on avait déjà parlé lorsqu'on a parlé de Lost. Ouais. La série que j'ai conseillé de voir. Je vais les trouver. Hein. Twin Peaks? Non, c'est une série moderne qui prenait le flambeau. From? Oui, From. Ouais, c'est bien From. C'est From. Parce que les principes de la ville, je pense que l'histoire après, il n'aura rien à voir. Oui. Mais la principe de la ville, c'est exactement ça. Ouais. C'est, tu arrives, tu sors jamais, juste que tous les mondes dans le village, il arrive comme ça. C'est la seule différence par rapport à ça. Il n'y avait pas des populations originaires. Oh oui, mais ça c'est un spoiler. mais à la base, tout le monde est arrivé de la même façon. À un moment donné, tu trouves un arbre, tu tombes, et tu dois te débrouiller, et tu arrives dans la ville, et c'est fini, tu ne sors plus. D'accord. Mais tout le monde, D'accord. tous les gens qui s'arrivent sont comme ça. Et là, dans l'enquête, souvent, les gens qui sont arrivés à Wayward Pines, souvent ils ont tous eu un accident avec un polo. D'accord. Il y en a beaucoup, c'est un truc un peu... Ouais, donc je vois un peu l'inspiration From, il arrive par là. Et donc, pour moi, ce roman de Blake Crouch, Wayward Pines, est une bonne introduction à la lecture pour ceux qui aimeraient se mettre à lire et qui n'arrivent pas forcément à passer le cap parce que des fois, prendre un bouquin qui fait 500 pages ou un classique, ça peut faire peur. Là, on est sur, si tant est qu'on aime les thrillers, bien sûr, hein, et le suspense et les mystères, et les retournements de cerveau, Wayward Pines peut être une bonne porte d'entrée à qui voudrait lire. C'est l'une des forces de Blake Crouch, j'ai trouvé. Il a une écriture simple et percutante qui va droit au but, mais qui pour autant ne tombe pas dans la facilité. Ces textes sont assez aérés, il y a quand même beaucoup de dialogues et ça se lit au final assez vite et ça a une lecture très très fluide. Parce que officiellement, comme je vous ai dit, chaque roman fait à peu près entre 360 et 400 pages. Mais en vrai, si on était sur un texte serré, je ne sais même pas si ça en ferait 200, donc c'est lu... moi j'ai lu chaque bouquin alors que j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Chaque bouquin je les ai lus en 4 jours je crois. Donc ça se lit quand même bien. De plus, il faut reconnaître quand même que le bougre sait y faire pour accrocher ses lecteurs. Hein. Chaque fin de chapitre en appelle forcément un autre. Hein. Si bien que parti pour lire un chapitre, souvent on se retrouve à en lire 3, parfois même plus, au mépris de son sommeil et parfois de son métier d'ailleurs. L'autre force de ce roman vient de ses sources d'inspiration. On surestime les métiers. C'est ça. Et de ses références assumées. Donc la référence qu'il cite dans la postface du premier tome, c'est Twin Peaks, hein, forcément. Ah oui. En plus, c'est une référence, voilà, déjà les noms. C'est ça. Dont l'auteur ne cache pas son amour ni la parenté. Hein. Il explique dans la postface qu'il a voulu écrire son Twin Peaks en fait. Voilà, donc, et qu'il y a beaucoup de Twin Peaks dans Wayward Pines, notamment même Wayward, c'est pas une référence à Twin Peaks? Peut-être, là j'ai aucune idée, mais possible. Peut-être pas. Hein, donc on a beaucoup de Twin Peaks dans le fait que la ville soit isolée, dans le fait que la population semble paisible mais cache des secrets, dans le fait que l'enquêteur il est perdu, il ne sait pas où il va. Enfin voilà, donc ça c'est Twin Peaks. Il y a du mystère comme dans Twin Peaks.
Ensuite, on a beaucoup du Prisonnier aussi, qui est une série culte des années 60. Donc ça, je vous laisse découvrir en quoi ça ressemble au Prisonnier quand même. Et dans une certaine mesure, on retrouve un peu, moi j'ai trouvé à la fin du premier tome notamment, on retrouve un peu de Happy Few pour qui connaît le jeu vidéo, voire même un peu de Running Man, le roman par moment, pour ces fêtes de village. Ça sera les moments, c'est cette mois-ci qu'il sort les nouveaux Running Man. Oui, mais celui-là il faudra aller le voir. Hein. Ouais. Edgar Wright en plus. Oui, ouais. Ça donne envie. Est-ce que ça sera plus juste, à moins juste Apparemment, il a voulu coller au roman. Oui. De ce que j'ai compris. Mais moi, que je n'ai pas lu les romans, j'avais fouilleté, je l'ai quelque part par là. Les côtés humour, je ne sais pas s'il est présent dans. Il n'y a pas trop d'humour, non. Parce que là, il y a beaucoup d'humour noir. C'est Edgar Wright après. Oui. Mais voilà, non, il n'y a pas trop d'humour, non. Ouais. Non, mais je suis bien tenté pour cette version-là. Moi, on ira. On a loupé plein de films à aller voir ensemble. Celui-là, il faut qu'on aille le voir ensemble. Bon, voilà. Donc, pour les fêtes de village de Wayward Pines, pépite. Allez lire, vous allez voir. Mais je vais m'arrêter là, car divulguer les autres références à la pop culture serait divulgacher l'histoire. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Mot inventé parce que c'est pas bien dire à spoiler. C'est ça. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, juste mais divulgacher, je ne veux pas dire une bêtise, mais je pense qu'il a été vraiment inventé pour remplacer Très spoiler. certainement. Parce qu'il y a un truc, il y a des linguistes farouches qui essayent de franciser certains mots pour ne pas employer les. Comme si la langue a marché comme ça. Oui. C'est comme ça aussi qu'elle évolue. C'est comme ça aussi qu'elle évolue. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie des connards qui sont académiques et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la langue. Bref, allez. Après, c'est pas forcément les académiciens qui l'ont fait, hein, parce que des fois, c'est des gens. Non, mais des fois, c'est des youtubeurs, des fois, c'est des écrivains qui inventent des mots. C'est des gens qui disent que les anglicismes, c'est pas bien, c'est les démons. Comme s'il n'y a pas de tonnes déjà. Si. D'autant plus que d'un côté, on fait ça, mais on arrive à traduire un titre de film en anglais. Donc partant de là, les Québécois sont plus droits dans leurs bottes que nous. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, si quelqu'un, moi que c'est quand même en part de mon métier actuel à écrire, même si je fais plein des conneries en parlant comme ça, on va dire comme ça. Les dictionnaires que tu peux trouver canadiens, il est des fois bien plus complet que certains français. Et qu'il incorpore bien plus de mots bien plus modernes que tu ne trouves pas encore dans tout plein de sites français. Et tu trouves par contre cette façon de... c'est l'approche. Parce qu'en fait, le truc des Québécois, c'est qu'ils ont le français, mais en même temps, ils ont l'esprit nord-américain, quoi. Donc ils sont ils sont plus ouverts peut-être sur certains trucs que nous. Dans ces cas-là, précis, oui, ils sont bien plus ouverts. La langue, il a une langue dynamique qui évolue, qui bouge. Nous, le problème de la France, et c'est le problème du climat délétère actuel, c'est qu'on est pourri par des instances qui sont lourdes et gérées par des vieux de plus de 70 balais en fait. Et ceux qui sont remplacés sont aussi cons que celui qui remplace. C'est ça. Oui, je plus ça. Bon, voilà. Bon, pour vous donner mon avis sur Wayward Pines, ça a été une de mes lectures de l'été. Il est très difficile et frustrant de ne pas en parler plus avec vous, tant le risque de spoil pourrait potentiellement gâcher de bonnes surprises. C'est une histoire dense et accessible qui est très cinématographique dans sa conception. On est dans une série Netflix ou peu importe la plateforme que vous appréciez, dont vous êtes le réalisateur en fait. Vous pouvez, les chapitres sont courts, donc c'est très facile de s'arrêter de lire, mais c'est très facile de vouloir continuer de lire aussi. Donc ça dépend quel type de lecteur vous êtes. Vous ne perdrez pas énormément de temps si vous lisez un chapitre par jour. Ça va vous faire votre petit épisode quotidien. Et donc vous êtes l'imaginateur, on va dire. Et c'est un bon exercice. Les intrigues et les rebondissements sont nombreux.
certains plus téléphonés que d'autres quand on est coutumier de ce genre de récit. L'action et la tension sont omniprésentes, les personnages sont bien caractérisés, certains antagonistes sont très charismatiques, notamment Pam, qui au début se présente sous les traits d'une gentille infirmière, un peu psychologue aussi, à ses heures perdues, mais qui très vite prend des airs de la mariée dans Kill Bill avec un relent de psychopathie avéré. Il y a une vraie intelligence d'écriture, c'est pas du tout manichéen. Tous ont des côtés sombres ou des casseroles qui les rendent parfois détestables. Et parfois, même chez certains antagonistes, quand on comprend qu'est-ce qui les a conduits à agir comme ça, bon, il y a des fois, en poussant les potards un peu loin psychologique, on peut peut-être comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est pas méchant et gentil. La trilogie va, comme toute œuvre bien ficelée, nous faire nous poser de multiples questions, notamment sur la condition humaine, le concept de liberté et d'autres thèmes que je tairai encore une fois. Oui, c'est divertissant, mais on peut trouver un fond philosophique loin d'être inintéressant dans cette histoire. L'auteur a l'intelligence justement, en plus de nous laisser parfois à nos réflexions, sans vraiment chercher à nous expliquer, comme on disait tout à l'heure, chaque virgule, chaque concept. Donc il y a, à mon sens, un dosage qui est vouloir pas donner mal. des réponses à tout. Voilà. Bref, si vous cherchez une lecture plutôt accessible, dépaysante et où vous oublierez votre quotidien pour vivre une aventure haletante, cherchez pas plus loin, hein, venez faire un tour à Wayward Pines, sensation garantie. Putain. Wayward Pines, j'en avais entendu parler déjà, de bien. Il y a même une version non officielle en jeu de rôle qui existe. Ah, cool. Ouais, je pense que je l'ai quelque part. D'accord. Ouais, mais c'est non officiel, hein, que je sache. Du coup, tu as lu un peu, tu connais un peu le fond ou... J'avais survolé, j'avais pas voulu me spoiler parce que c'était dans ma liste de lecture prévue. Un jour, hein, dans la pile sans fin qui monte. Parce que l'amorce qu'amène la fin du premier tome, c'est... en fait, je sais que ça existe en 3 chapitres différents. Donc peut-être c'est focus dans chaque tome. Du coup, chaque tome est représenté. Pas mal. Je pense que ça doit être ça. Mais moi, les seuls que je connais, cet auteur, c'est Dark à travers les séries. Et Dark Matter, il est dense. Oui, vraiment dense, quoi. Mais il est réputé pour ça. Et là, j'ai presque envie de dire que Wayward Pines, c'est peut-être la lecture la plus facile des romans qu'on a cités après, de récursion et qui ont l'air un peu plus balèzes dans leur conception. Ça a l'air d'être un peu plus labyrinthique, un petit peu plus foisonnant. Tout va, ça très intéressant. C'est sûr qu'il est dans ma liste, ça va passer. La série, je ne suis pas convaincu de la regarder. Non, mais moi quand j'ai lu rien que le synopsis de la saison 2, j'ai dit bon, mais j'irai pas voir. Il y a en plus l'acteur, ça m'a semblé plutôt intéressant. Matt Dillon. Ouais, c'est ça. Ouais, bon acteur, acteur confirmé. Hein. Ouais, donc bon. Eh bien, punaise, on n'a même pas fait les 2 heures. Allez, écoute. Bon, on a repris en 12 heures, tu sais, on reprend tous les boulots parce que, c'est ça. Que ce soit dans ton cas, dans les miens, on a eu des vacances tardives. Oui, et en plus, pas en même temps, donc c'est ce qui a reporté. Quand tu étais disponible, je ne l'étais pas. Quand tu étais disponible, tu ne l'étais pas. Bref, c'est ce voilà. qui fait qu'on a sauté le mois. C'est ça, c'est passé comme ça, ce n'est pas grave. C'est ça. En tout cas, les peu que vous nous écoutez, merci d'arriver là. Mes excuses pour tous mes pertes de la terre de cet épisode-là, qui sont... bref, je vais me prendre des notes. Je vais prendre des notes, finalement. Je les ferai un jour. Hein. Ouais, c'est-à-dire que quand tu n'es pas fatigué, ça va, mais peut-être qu'avec la fatigue... Ouais. Bon, j'étais pas non plus super à l'aise. Ça va, ça va. On a compris ce que tu as dit quand même, ça va. Oui, ça va. Donc, bon, voilà. Merci beaucoup pour arriver là. Beaucoup de choses, des chroniques à arriver, parce qu'on a bien rempli les messages pour en parler des trucs.
Et j'ai plein de choses à en parler. Il faudrait que je reprenne un Star Trek, des chroniques de ces quatre aussi. Bien sûr. Ouais, parce que maintenant, Star Trek Discovery il est fini, je pourrais les chroniquer. Ah oui. Très, 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 très bonne série, par ailleurs. Des Star Trek, comme la plupart des Star Trek, mais Discovery, il est très bien. Entre autres, pareil que Strange New Worlds. Bref. Allez, bon, merci. Et ben, je te laisse les mots de la fin. N'oubliez pas que la BIM vous regarde aussi. À bientôt. Ciao. Ciao.